Nous abordons aujourd'hui la question des violences dans le spectacle vivant, dont nous recevons les organisations professionnelles. Alors, pour l'Union syndicale des employeurs publics du spectacle vivant, l'USEPSV, je ne sais pas trop si on dit ça. Ok. Madame Aurélie Fouché pour le Profedim, syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensemble, diffuseurs indépendants et de musique. Bonjour. Madame Laurence Raoul pour le syndicat national des scènes publiques. Bonjour madame. Monsieur Sébastien Justine et madame Gaëlle Le Dantec pour les forces musicales. Bonjour à vous deux. Monsieur Vincent Moisselin et madame Anne Montfort pour le SYNDEAC, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Bonjour à vous deux. La scène indépendante, monsieur Denis Declercq, délégué général, madame Jessie Varin, directrice de la Nouvelle Scène, et madame Christelle Jongenellen, désolée si j'écorche votre nom, responsable communication et relations extérieures. Où êtes-vous? Bonjour à vous trois. Monsieur Jean-Yves Mirski, président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma. Et madame Astrid Raymond, secrétaire générale. Ok, bonjour à vous deux. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Comme le cinéma, le théâtre, la danse, la musique sont aujourd'hui traversés par le mouvement MeToo. Ils connaissent en effet les mêmes facteurs de risque, précarité de l'emploi, carrière fragile, et reposant sur la force d'un réseau, personnalités puissantes et médiatisées, qui peuvent décider du sort des uns et des autres, exigences artistiques aiguës et engagement évidemment du corps. Comme les entreprises que vous représentez, qu'il s'agisse de salles de concert, de festivals, de producteurs de spectacles, de compagnies de tourneurs, prennent-elles à bras le corps leurs responsabilités juridiques en tant qu'employeurs et sociales en tant que partenaires économiques d'autres acteurs? Quels garde-fous existent aujourd'hui pour préserver les artistes, les techniciens, les personnels, les éventuels bénévoles et les festivaliers des violences morales, sexistes et sexuelles? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 2 heures, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, et alors avec des micros qui sont peu adaptés pour votre monde, mais d'allumer votre micro, de lever la main droite, de dire « je le jure », d'éteindre votre micro et de permettre comme ça à la personne suivante de le faire. Je le jure. 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 Parfait. Je vous laisse peut-être le temps du propos liminaire si vous avez prévu de prendre la parole en préambule et ensuite on passera aux questions. Est-ce que vous aviez prévu de prendre un peu la parole? Oui? Qui souhaite commencer? Allez. Monsieur Mirski. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés. Alors, je parle au nom de la FESAC. La FESAC représente 29 organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans 10 conventions collectives et qui représentent plus de 4000 entreprises adhérentes. Et c'est l'unique organisation professionnelle d'employeurs du secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré, représentative au niveau national et multiprofessionnel. Elle intervient principalement sur le champ social auprès des pouvoirs publics et négocie des accords professionnels interbranches, comme par exemple l'assurance chômage. Alors, les actions de la FESAC au niveau de la lutte contre les VHSS, ça a été le point de départ, le point le plus important, je pense, c'est effectivement, si on remonte en juin 2020, c'est la FESAC qui signe avec les organisations syndicales de salariés un plan d'action pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le
secteur du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma. Et l'initiative est donc venue du secteur lui-même, et c'est important de le rappeler. Le 5e axe de ce plan, dont je viens de parler, est dédié à la lutte contre les VHSS et comprend notamment la mise en place de la cellule d'écoute et du suivi sur les plans psychologiques et juridiques pour les victimes, et ça a évidemment été mis en place, ou encore la formation des personnels de structures qui font l'objet de travaux au niveau des branches. Et donc, la FESAC a, pour le coup, encouragé l'ensemble de ses organisations membres à s'impliquer et à négocier des accords visant à renforcer la lutte contre les VHSS dans les entreprises, ce qui a été le cas dans de nombreuses branches, comprenant également l'élaboration de guides pratiques à destination des entreprises. Alors, la FESAC a donc été à l'initiative, aux côtés des organisations syndicales de salariés, de la création de cette cellule, et avec un calendrier que je peux rappeler, je crois que vous l'avez déjà entendu, plus ou moins, quand il y a eu l'audition d'audience, qui a été mis qui a eu la charge de mettre en action cette cellule. En mai 2020, il y a eu une convention de partenariat pour la mise en place de cette cellule. Elle a été mise en place effectivement en juin 2020. Et la FESAC est partie décisionnaire au comité de pilotage et assure le suivi de cette cellule chaque année depuis sa mise en place. Le financement de la cellule se fait en partie par la FESAC qui remet un montant de l'ordre de 20 000 € par an. Alors, au niveau de l'évolution et de ce que nous souhaitons pour renforcer les dispositifs de lutte contre les VHSS au niveau de cette cellule. Alors, il nous semble qu'il faut aujourd'hui renforcer l'accompagnement juridique des victimes au-delà de la consultation juridique ou psychologique qui sont proposées par la cellule. C'est un point sur lequel il faut avancer. Et bien entendu, au niveau de la FESAC, notre sentiment, c'est qu'il faut renforcer aujourd'hui, au-delà des guides pratiques, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises ou structures confrontées à des signalements d'une situation de VHSS. On parle bien de l'aide à apporter aux victimes, mais au niveau du conseil, au premier niveau, au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les entreprises ont besoin d'un appui pour la mise en application des procédures de sauvegarde et de prévention, pour améliorer, c'est très important, la réactivité de la prise des décisions appropriées quand elles ont connaissance d'agissements extrêmement graves. Donc, parce que ces structures, tout simplement par leur taille et leurs moyens financiers, sont souvent démunies de ressources internes en ressources humaines, juridiques, et d'ailleurs, un certain nombre de ces structures appellent la cellule d'écoute quand elles sont confrontées à ces situations. Et donc aujourd'hui, la cellule d'écoute n'est pas le bon lieu pour les entreprises. Et il nous semble qu'il faut aujourd'hui prévoir, alors est-ce que c'est la même cellule? Probablement pas. Est-ce que c'est une autre cellule? On en parle depuis quelques mois avec le ministère de la Culture et avec Audience pour la mise en œuvre de cette cellule que je dirais parallèle. Mais encore une fois, je parle bien de l'aide aux victimes. On est toujours dans ce cadre-là. C'est vraiment ça qui nous guide, c'est la volonté que les entreprises aient une meilleure connaissance de ce qu'elles doivent faire quand ces faits sont avérés. Enfin, dernier point que je voulais évoquer dans cette déclaration liminaire, c'est évidemment l'élargissement à de nouveaux secteurs qui nous semble nécessaire et qui est en cours d'ailleurs, puisque l'idée c'est de couvrir un champ de plus en plus large au niveau du ministère de la Culture, avec évidemment cette ambition d'avoir toujours ce même numéro qui doit être de plus en plus connu, évidemment, et il nous semble qu'on doit éviter la multiplication des cellules dans d'autres secteurs qui auraient d'autres numéros de téléphone. Donc je pense que l'objectif, c'est vraiment, au niveau du ministère de la Culture, en tout cas, et en coordination avec la FESAC, d'élargir le champ des organisations concernées. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes voulaient prendre la parole Oui, allez-y, madame.
Oui, je vais pas répéter ce qu'a dit mon collègue sur la cellule. Je voulais juste insister sur la question des formations, puisque au Syndeac, on les a mis en place et tous ensemble ici dans le cadre de l'USEP, on les a mis en place dès 2023 et on les a financés. Après, l'État a pris le relais en les rendant obligatoires pour toute subvention. Nous, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait former plusieurs personnes dans les structures, c'est-à-dire pas uniquement la direction ou la personne déjà extrêmement concernée, extrêmement militante, par exemple dans les compagnies. Puisque moi, je dirige une compagnie, pardon, je le dis puisque je suis metteur en scène, je dirige une compagnie. Donc nous, on fait partie de ces toutes petites structures, justement, où on a très peu de permanents. Et il nous semble important, même si on a très peu de permanents, voire pas, de former plusieurs personnes. Voilà, ça fait partie des choses qui ont été assez importantes dans ce passage-là. Et aussi, autre chose, c'est lié au petit livret qu'on vous a remis. Il nous semble que les choses ne sont pas décorrélées, et notamment, comme on sait maintenant que la question des violences... on le sait depuis longtemps d'ailleurs que les violences sexistes ont à voir avec la question du pouvoir, avec la question de qui est employeur. Nous, il nous semble quand même important de travailler sur la question de parité de moyens et de qui écrit les récits, qui a le pouvoir d'employer. Et donc, pour nous, les deux choses vont ensemble, c'est-à-dire la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la parité entre hommes metteurs en scène et femmes metteuses en scène. Hommes metteuses en scène, d'ailleurs, c'est pas mal, on va garder ça. Ok, je vous sens radical. Merci. Monsieur Justine. Je vous remercie. Je voulais juste peut-être en écho à l'intervention liminaire de Jean-Yves et à la référence à l'USEP-SV, juste redire déjà en fait que l'USEP-SV représente donc les secteurs les entreprises du secteur public du spectacle vivant, donc qui ont un rapport important à leur mission de service public et à des sources de financement liées aux autorités, enfin aux collectivités publiques, l'État, les collectivités territoriales, et que nous avons effectivement toutes nos organisations, donc le Syndeac, Profedim, le syndicat national des scènes publiques et les forces musicales, également pris à bras-le-corps la situation, enfin la question des violences sexistes et sexuelles dans notre propre branche, c'est-à-dire comme Jean-Yves l'a évoqué dans son intervention liminaire, pour au-delà effectivement de ce que nous avions besoin de mettre en place à l'échelle de l'ensemble de notre secteur du spectacle vivant et enregistré, intervenir à l'endroit où effectivement nous pouvons renforcer l'arsenal juridique qui est mis en place pour que les entreprises puissent remplir leurs obligations dans un contexte où effectivement il peut y avoir des difficultés à les mettre en œuvre. En particulier, nous avions besoin de renforcer deux aspects dans cet accord, donc qui a été signé et entré en vigueur en novembre 2022. Un aspect sur la question de la prévention, c'est-à-dire comment les entreprises mettent en place des mécanismes d'une part des procédures internes, des mécanismes de signalement, des protocoles, mais comment elles établissent en fait au sein de la structure, pour l'ensemble des personnels qui sont impliqués, à la fois les personnels permanents, mais surtout les personnels intermittents, parce que ces personnes sont non seulement précaires, mais sont dans l'entreprise de façon temporaire. Et donc nous avions besoin de faire en sorte que dans ces entreprises, il existe une ambiance favorable à, d'une part, la remontée des cas, c'est-à-dire qu'un des premiers constats qu'on a un peu tous fait dans nos structures, c'est qu'il était extrêmement difficile pour les employeurs de faire remonter des signalements ou des témoignages lorsque des affaires, lorsque des violences étaient commises, ou même avant même que des violences soient commises, quand des comportements problématiques se présentaient dans leur structure. Mais en plus, parce qu'effectivement, on a différentes catégories de personnel, et puis on a aussi insisté sur les questions de prévention liées au fait qu'on a des entreprises multiples qui interviennent dans nos activités, et qu'on peut être amené à se retrouver avec des entreprises qui ne sont pas toutes enfin des personnels qui ne sont pas forcément sous la responsabilité en tant qu'employeur de la structure accueillante, et donc des questions d'articulation entre des coactivités. Donc nous avons vraiment renforcé les moyens de prévention, notamment en termes d'affichage, en termes de procédures. Nous sommes actuellement en train d'amplifier cette action en essayant de travailler sur les règlements intérieurs des structures
pour faire en sorte que, en fait, toute personne qui soit dans la structure, qu'elle soit sous la subordination de l'employeur, qu'elle soit intervenante extérieure, etc., soit soumise à des règles qui s'appliquent à tous. Et puis, nous avons aussi renforcé le volet de sanctions et d'intervention pour en fait, réagir en fait aux actes délictueux ou aux situations d'agression ou de violence, notamment pour tout l'aspect en fait où nous avons des relations avec les personnels qui ne sont pas permanentes et où parfois la problématique du déclenchement des enquêtes et du temps de mise en œuvre du déclenchement des enquêtes peut se poser lorsque, par exemple, les personnes ne sont plus dans la structure et où, du coup, l'autorité de l'employeur ne s'exerce plus. Donc, nous avons aussi renforcé, en fait, les procédures d'intervention en cas d'action. Aujourd'hui, effectivement, et mes collègues, évidemment, compléteront, et après, on pourra peut-être revenir éventuellement sur les spécificités de chacun de nos secteurs. Mais aujourd'hui, nous avons effectivement une question d'accompagnement non seulement des entreprises, mais des personnes au sein des entreprises qui sont en charge de ces sujets-là, notamment les référents, avec effectivement l'enjeu de la formation, mais aussi de la question qui peut se poser non seulement notamment sur la scène, dans le travail entre les directions artistiques et les interprètes, mais même entre les interprètes eux-mêmes. On a eu notamment, il y a quelques années, une affaire qui s'est plutôt déroulée dans le milieu de l'opéra, qui était l'affaire Chloé Briot, où il s'agissait justement d'intervenir sur la question en fait, de comment les interprètes se comportent dans des scènes, vous l'avez mentionné, qui peuvent générer des comportements abusifs. Et à cet endroit-là, on a aussi besoin peut-être de développer de nouvelles compétences et de nouveaux métiers qui sont déjà développés par ailleurs, mais qui seront très utiles, notamment les coordinateurs d'intimité, etc. Mais après, on reviendra peut-être plus dans les détails. Madame Fouché ? Oui, je veux bien. Attendez, Monsieur Justine, est-ce que vous pourriez éteindre votre micro ? Voilà, et Madame Fouché. Pour compléter ce qui a été indiqué par mes collègues, juste pour vous dire, l'accord que nous avons signé dans la branche s'appuie également sur une boîte à outils qu'on a voulu dès 2021, la plus complète possible, pour outiller les toutes petites entreprises, parce que je rappelle que dans notre champ, à 98%, ce sont des associations et des TTPE, donc c'est aussi une modalité particulière. De fait, la branche devient aussi un appui important sur les sujets sociaux, avec un certain nombre de dispositions qui sont imparfaites, mais enfin parfaite aujourd'hui et qu'on continue à compléter comme ça a été indiqué. Je voulais revenir sur la question du signalement et des pistes de signalement. On s'est rendu compte que malgré le fait d'avoir outillé les entreprises avec des outils de type conduite d'entretien, conduite d'enquête, voilà, courrier type, on a vraiment essayé de penser à toutes les situations, que ce soit pour les victimes, pour les personnes qui étaient mises en cause, pour les témoins, voilà, ça ne suffit pas à faire remonter les cas. Et parmi les pistes de réflexion que nous avons et que nous soumettons à la Commission aussi, dans certains pays, il existe une autorité qui est en charge de faire les enquêtes et qui permet aussi de faire des recoupements entre des choses qui peuvent éventuellement remonter, puisque on est un secteur où on a beaucoup recours aux CDD d'usage, donc évidemment avec des contrats très courts dans les entreprises et des gens qui passent d'une entreprise à l'autre, et parfois des faits qui pourraient être recoupés et qui pourraient permettre une meilleure prise en charge. Ça pourrait se faire soit via une modification et une amplification de la cellule d'écoute, soit via un haut fonctionnaire, soit via le défenseur des droits, comme ça peut exister dans d'autres pays. En tout cas, ça nous semble être une piste intéressante, puisque si on regarde les chiffres de la cellule d'écoute opérée par audience, donc la cellule d'écoute des partenaires sociaux et du ministère de la Culture, on se rend compte qu'il y a encore une difficulté à témoigner. On se rend compte qu'il y a encore une difficulté pour les témoins directs à eux-mêmes témoigner. Et donc, on a besoin de multiplier les points d'entrée et de pouvoir faire des recoupements. Ça m'amène à un point suivant dont on aura sans doute l'occasion de reparler, qui est l'article 40 du Code de procédure pénale, que nous ne pouvons pas déclencher. Nous sommes, nous, organisations professionnelles aussi, parfois sollicités au téléphone. Nous sommes en lien avec des gens qui nous apportent des témoignages, directs ou indirects, qu'on renvoie soit vers la cellule d'écoute, soit directement vers la haute fonctionnaire à l'égalité et la diversité du ministère de la Culture. On rappelle aussi pour les personnes qui sont en lien direct avec les services du ministère en région, les DRAC, qu'il y a une possibilité d'alerte via cette procédure.
on se heurte à une chose qui est un peu insoluble aujourd'hui, qui est la question de l'anonymat, qui est importante pour la protection des victimes. Donc on a rencontré la haute fonctionnaire du ministère de la Culture en lui demandant comment on fait quand nous, en tant qu'organisation professionnelle, finalement, on nous remonte un fait sans témoignage direct. Qu'est-ce qu'on fait? Donc la réponse qui nous a été indiquée, c'est que pour déclencher l'article 40, il faut un témoignage même anonyme, mais circonstancié. Donc on a fait passer cette information à nos adhérents. Néanmoins, pour que ça aille plus loin, il faut une levée de l'anonymat. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir si on avait une procédure d'alerte avec des faits qu'on pourrait recroiser, si on était face à une situation où plusieurs témoignages anonymes font remonter différentes situations qui implique une personne similaire, voilà, de pouvoir aménager aussi la possibilité de déclencher une procédure auprès d'une pré-procédure, je ne sais pas de quelle manière ça serait possible, ça ne l'est pas aujourd'hui, sans lever l'anonymat, de manière à permettre à d'autres témoignages d'intervenir, puisqu'on se rend compte que quand plainte est déposée, c'est quand il y a une convergence des témoignages. Et aujourd'hui, les victimes ne souhaitent pas y aller seules. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir à cet endroit-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes de prise de parole? Qui ça? Madame Raoul, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Non, je voulais effectivement revenir deux remarques à la fois sur l'accord qui a été donc signé dans la branche du spectacle vivant subventionné. Comme le disait Sébastien, il y a des dispositions et des dispositifs qui s'appliquent hors situation contractuelle, c'est-à-dire que notre branche a pris en compte la spécificité. Comment dire, quand bien même l'employeur n'a plus le pouvoir d'agir, les potentiels agresseurs, si je puis me permettre, sont amenés à travailler dans d'autres structures, donc pour engager malgré tout la procédure d'enquête. Une prise en charge financière et matérielle pour qu'il ne soit pas opposé le financement de se rendre à une enquête ou une procédure non obligatoire par une autorité publique. Et un dispositif sur les référents VHSS, quand bien même la structure n'a pas évidemment 50 salariés en équivalent temps plein, puisqu'il y en a que très peu, du coup il y aurait pas de référent du tout dans le secteur. Je voulais aussi ajouter, parce que ça a été, nous semble, une avancée, même si bien sûr il faut rester extrêmement humble sur ces sujets, tout le cheminement qu'on a engagé avec nos collègues sur les formations des dirigeants, leurs adjoints, les cadres, celles et ceux qui pouvaient venir. On les a organisés dans nos lieux. On a profité d'avoir des adhérents qui sont des théâtres, des lieux pouvant accueillir énormément de personnes, pour diligenter donc ces formations à la fois opérationnelles, techniques et qui prenaient en compte à la fois les changements légaux, jurisprudentiels, et peut-être sociétaux aussi, de ce qui était tolérable il y a 30 ans ne l'est plus jamais aujourd'hui, et pour permettre à ces personnes en position de direction de donner le ton de respect des uns et des autres, et de mesurer ce qu'ils ont beaucoup rapporté ensuite, les signaux faibles. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages, il y a des témoignages avérés avec des signalements, mais il y a tout ce qui est de l'ordre du signal faible et qu'il appartient aussi aux directions de mesurer pour, dans le cadre de la prévention, des mesures de prévention efficaces. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait une demande? Alors, comment se prononce votre nom pour que je ne la... Madame, oui, Jean Genelaine, Christelle Jean Genelaine, donc pour la scène merci, indépendante, syndicat donc national des entrepreneurs de spectacle. Rappelez que historiquement, effectivement, on existe quand même dans le secteur depuis 1920. On est, je crois, le plus ancien syndicat de la profession. Vous dire qu'effectivement, nous, on est essentiellement côté privé et que, évidemment, on s'associe à toutes les démarches qui ont été faites dans la branche. Et notamment pour le privé, donc on a également, bien évidemment, créé et mis en place un accord qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2024, mais qui a été signé donc en novembre 2023. Et dans ce sens, on a également instauré donc des formations pour nos adhérents depuis de nombreuses années, et puis une boîte à outils à destination de tous les professionnels et toutes les professionnelles du secteur.
et que évidemment cet accord a une visée bien évidemment pédagogique très forte, et ça on encourage le dialogue au sein de nos structures, on le voit, ça complète bien évidemment tous les dispositifs qui sont mis en place, mais on essaye de faire également à notre échelle un suivi, un accompagnement des structures et des entreprises. Merci, tout le monde s'est exprimé. Monsieur le rapporteur Erwan Balanant, pour la première question. Merci Madame la Présidente. Bon, vous avez été assez complet. Cependant, il y a quelques interrogations et de demandes de précision. Alors, je note quand même qu'il y a... Alors, vous l'avez fait après, Monsieur Justine, mais vous avez beaucoup décrit les procédures de crise, d'alerte, un peu moins le travail de prévention. Et peut-être que c'est un sujet sur lequel on pourra approfondir les choses. Sur la spécificité, il y a une particularité que vous avez soulignée, c'est que vous pouvez avoir à l'intérieur d'une structure, dans un lieu, un théâtre avec une équipe du théâtre technicien, et puis vous pouvez avoir une compagnie qui est hébergée. Et cette compagnie, alors elle peut avoir différents statuts, elle est productrice du spectacle par exemple, et donc elle emploie à titre direct les comédiens. Donc comment on peut gérer ces vrais problèmes qui peuvent arriver, c'est-à-dire que si vous avez un fait délictueux réalisé par un acteur ou une actrice, et que donc le producteur du spectacle, qui est le producteur le chef de la compagnie, en tant que employeur, décide de protéger, il peut protéger, voilà. Mais sauf que comment on fait si c'est quelqu'un de la scène ou vice-versa d'ailleurs, comment vous gérez ça aujourd'hui dans les procédures que vous avez? Et donc nous, on serait assez intéressés sur la description des procédures de crise que vous avez. J'ai entendu dire que vous faisiez aussi des enquêtes, que vous pouviez avoir des enquêtes, évidemment des enquêtes dites administratives de droit du travail. Qui les fait pour vous? Est-ce que vous seriez preneur? Parce qu'on voit au fur et à mesure de ces auditions qu'en réalité, il y a une obligation d'enquête, mais il n'y a pas de règles précises sur ces enquêtes. Elles ne sont pas complètement encadrées. Donc, est-ce qu'il faudrait renforcer cet encadrement? Juste, pour finir sur cette première série de questions, une remarque. Vous avez parlé de l'article 40. En réalité, tout le monde peut signaler au procureur. On n'est pas obligatoire. Enfin, l'article 40, c'est l'obligation qui est faite à une personne dépositaire de l'autorité de faire un signalement s'il a connaissance de fait. Mais n'importe qui peut faire un signalement au procureur. Il n'y a pas nécessairement besoin de l'article 40. Voilà pour cette première série de questions. Je pense qu'on en aura d'autres et Madame la Présidente en aura également certainement. Et j'ajoute juste que pour les mineurs, c'est même une obligation pour tout le monde. Oui. C'est-à-dire que quand vous observez des violences sur mineurs, c'est une obligation pour tout le monde. Qui souhaite répondre? Madame Fouché. Oui, je vais bien commencer peut-être pour dire que ce que vous indiquez, monsieur le rapporteur, sur la coactivité, justement le fait qu'on puisse avoir une compagnie dans un lieu, dans le cadre d'une résidence, d'un accueil. On l'a prévu dans notre accord en indiquant tout simplement à notre article 18.6, dans le cas de la coactivité, les entreprises sont responsables de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les règles et les mesures de lutte contre les VHSS s'appliquent à tout le monde, que ce soit des sous-traitants, que ce soit une compagnie accueillie. Voilà, donc c'est prévu. Dans les faits, c'est pas toujours si simple à mettre en œuvre, parce qu'il y a parfois des protocoles, des niveaux de communication qui sont un peu différents. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille. Je voulais revenir juste une minute sur la question de l'article 40. Ce qui est intéressant avec l'article 40, c'est que justement, il y a une forme de renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que je parle d'un cas très concret qui s'est posé dans notre organisation avec une structure de spectacle vivant dans lesquels il y a eu un signalement pour des faits anciens, répétés, qui a été effectué. Donc, en tant qu'organisation professionnelle, cette structure étant membre de notre organisation professionnelle,
Nous avons mis en place un protocole où nous recevons le président, donc le responsable légal de la structure, pour savoir quelles ont été les mesures de prévention, quelles ont été les mesures de protection, quelles ont été les étapes qui ont suivi l'alerte. Et on s'est retrouvé avec le président de structure mis en cause dans une plainte pour diffamation juste derrière, ce qui voilà, peut être aussi une difficulté, ce qui n'arrive pas dans le cadre de l'article 40, puisque effectivement l'autorité constituée peut faire remonter les faits tels qu'ils lui ont été indiqués sans engager sa responsabilité. Donc voilà, il faut voir dans quelle mesure ce serait souhaitable ou pas que ce soit le cas pour tout le monde. C'est un autre débat. En tout cas, la notion d'autorité constituée mériterait d'être bien définie pour peut-être recouvrir plus de réalité. Et puis, peut-être un tout petit point sur votre question, qui fait les enquêtes? C'est une excellente question. On s'est rendu compte, face à la multiplicité et à la différence aussi de situations, de cas qui ont été, auxquels on a fait face dans notre secteur, que c'était très variable et qu'effectivement, ça mériterait d'être un tout petit peu encadré. Les enquêtes n'étant pas réalisées de la même manière quand on fait appel à une structure spécialisée, à un cabinet d'avocats, à un autre interlocuteur, et n'est pas non plus effectuée de la même manière, et peut-être pas avec la même objectivité quand il y a des liens possibles entre les personnes qui réalisent ces enquêtes et, par exemple, la gouvernance d'une structure, ses mécènes. Voilà, ça pose un certain nombre de questions sur l'indépendance. Merci, Madame Raoul. Oui, je voulais ajouter que dans tout le process de formation que nous avons nous-mêmes suivi, nous avons été formés beaucoup sur le sujet, le critère dont vient de parler Aurélie Fouché est tout à fait essentiel. Les critères à la fois d'objectivité et d'indépendance par rapport à l'autorité qui doit commander l'enquête interne doit être absolument établie, et avec effectivement un savoir-faire dans la prise de parole et dans l'instruction des éléments de preuve qui sont rarement évidents, comme on peut le voir dans des enquêtes de police, mais qui savent, des personnes qui savent prendre bien les faisceaux d'indices, les changements de comportement soudains. Et quand bien même, on va dire, là, à la place qui est la nôtre en tant qu'organisation professionnelle, nous recommandons vraiment cette indépendance. On donne des noms aussi parce que ne pas laisser les entreprises dans la situation de ne pas savoir où chercher, d'être dans une situation de panique, pour être sûr d'ailleurs que ça se fasse, et d'insister beaucoup ensuite sur la valeur des conclusions de l'enquête, parce que quand bien même il y aurait une enquête interne, il peut aussi y avoir une procédure judiciaire et pénale, et auquel cas l'enquête n'aurait pas d'intérêt. Donc on est très en termes de conseils, on insiste beaucoup sur le côté, oui c'est ça, dépendant. C'est quelque chose qui souvent est un angle mort ou parfois une ignorance. Une enquête administrative et une enquête pénale peuvent être tout à fait menées en parallèle. Ah oui. Non, mais elles ont aussi leur intérêt parce qu'elles peuvent... Déjà, l'enquête administrative a l'avantage du temps court, contrairement à la justice pénale qui a besoin d'ailleurs de temps long. C'est pas que parfois on entend la justice est trop lente. Certes, elle pourrait parfois aller plus vite, mais elle a aussi besoin du temps long. Et la justice administrative, enfin la justice, pas la justice administrative dans ce cas-là, mais l'enquête administrative, pardon, ils peuvent être tout à fait parallèles. Et c'est pas parce qu'il y a une enquête pénale que ça exclut le fait de faire une enquête administrative. Bien au contraire parfois. Merci de cette précision. Vous terminez, Madame Raoul. Qui voudra ensuite prendre la parole? Allez-y, vous terminez. Madame Raoul, c'est bon? Madame, Monsieur Lustier. Merci. Bon, d'une part, je rejoins effectivement mes collègues. Juste peut-être pour compléter la réponse à votre question, quand vous demandiez qui fait les enquêtes, ce qui est sûr, c'est qu'on a un certain nombre d'adhérents qui ont mis en place des protocoles et qui font eux-mêmes leurs enquêtes. Et à chaque fois, en fait, qu'on a ce genre d'enquête qui est déclenchée, la remontée systématique qu'on a du terrain, c'est que dans une entreprise, d'une part, effectivement, il peut y avoir une problématique de conflictualité, de loyauté ou d'intérêt, quand bien même
minimum la personne est formée, etc. Et par ailleurs, selon la taille, selon les modalités de travail, le déclenchement ou le signalement de ce genre d'événement peut créer une ambiance extrêmement complexe à gérer pour les responsables en charge. Et du coup, ça, voilà, c'est pour juste confirmer que dans ces cas-là, très souvent, la meilleure solution est de déporter un peu le travail d'enquête pour que les personnes qui mènent l'enquête puissent le faire en toute sérénité, sans être pris dans des complexités relationnelles qui se posent. Peut-être pour revenir sur votre question sur la prévention, je l'avais un peu effectivement évoqué dans le cadre de l'accord. À mon sens, il y a trois types de mesures qu'on envisage, d'une part qu'on recommande et puis que les entreprises mettent en place. L'une des premières choses, je le disais, c'est une question d'environnement, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'information, de communication et de pédagogie qui crée en fait dans la structure un sentiment que ces questions sont d'une part prises en considération, traitées, et qu'elles ne donneront pas lieu pour les personnes qui seraient victimes ou qui auraient envie de témoigner à une insécurisation. Donc il y a une nécessité. Nous, par exemple, dans l'accord, on a renforcé les obligations d'affichage. On a renforcé toutes les mesures en fait qui permettent d'établir un environnement qui permet de rassurer les personnes qui vont être amenées à témoigner et qui vont du coup aussi inciter les personnels à prendre en considération cette problématique dans leur attitude au quotidien. Et du coup, j'en arrive à la deuxième, et ça on l'a très largement déjà mentionné, mais il y a évidemment la question de la formation, c'est-à-dire que non seulement la formation des personnes qui vont être impliquées en responsabilité, donc l'une des premières choses que les entreprises ont mises en place, c'est de former leurs responsables, les dirigeants, etc. Mais de plus en plus, et on a un certain nombre d'entreprises qui ont commencé à le faire et qui continuent de le faire, l'ensemble des personnels est formé. C'est-à-dire que l'intégralité des entreprises, des personnels, doit être sensibilisée, mais aussi formée, c'est-à-dire avoir une approche experte du sujet pour aussi sortir un peu des préjugés, des comportements qui se sont ancrés dans les habitudes, etc. Et troisième aspect, c'est sur l'aspect organisationnel de l'entreprise, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises dans les entreprises pour que le fonctionnement en fait empêche la survenance des violences. Alors d'ailleurs, c'est le cas, c'est beaucoup plus souvent le cas sur les questions qui concernent les mineurs, c'est-à-dire qu'il y a des processus qui permettent d'éviter, par exemple, que des mineurs se retrouvent seuls avec un adulte et qui permettent voilà, de mettre en place des processus qui vont en fait éviter qu'il y ait des situations qui favorisent la survenance des violences. Mais par ailleurs, je le disais déjà, en ce qui concerne plutôt les violences sexistes et sexuelles, là, concernant les majeurs, on a aussi besoin de mettre en place des processus de travail, et notamment sur le travail artistique, je le disais, on a besoin en fait qu'il y ait un encadrement renforcé du travail artistique. Alors, ça suffira sans doute pas. Donc, évidemment, c'est toute la question du métier de coordination d'intimité, ou en tout cas comment on gère en fait le travail artistique qui va générer des atteintes à l'intégrité physique ou qui va exposer la personne dans son intimité. Mais il y a aussi la nécessité de prendre en considération tous les aspects de l'organisation spécifique de notre travail d'entreprise de spectacle, avec la question de comment on gère le temps long d'une tournée où des gens passent beaucoup de temps ensemble, y compris hors du temps de travail. Comment on arrive à appréhender, et ça peut être des situations extrêmement complexes, parce que le problème qu'on peut avoir, alors c'est un phénomène qu'on rencontre peut-être aussi particulièrement dans les entreprises que je représente, où les équipes artistiques permanentes sont en lien qui peuvent s'étendre sur la durée, parfois même créer des liens à l'intérieur des équipes. Donc le problème qu'on peut avoir, c'est d'arriver à effectivement gérer des situations où la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle n'est pas toujours très très claire, et d'arriver effectivement à ce que clairement, à minima, les processus de travail évitent que ces frontières soient trop poreuses, et de savoir comment on fait pour traiter les situations qui se déroulent en dehors du temps de travail. Ce qui n'est pas une mince affaire pour des employeurs qui, normalement, n'exercent leurs responsabilités qu'au moment du temps de travail. Merci. Alors, Madame Montfort, et après moi j'ai des questions.
Ouais, c'est bon. C'était juste pour revenir sur le début de votre question sur l'interférence entre compagnie et lieu. Nous, on a des cas d'adhérents chez nous qui ont eu justement des équipes qui venaient dans leur lieu, sur équipes sur lesquelles il y avait une personne où il y avait un faisceau d'indices concordants qui était remonté et qui ont décidé justement par principe de précaution, et puisque ça fait partie de nos obligations de garantir le bien-être au travail et la sécurité de nos salariés, qui ont décidé d'annuler la venue de ces personnes. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est possible, ça existe déjà. De même que, comme vous le disiez, on a aussi des adhérents qui ont décidé de former l'intégralité de leurs salariés. Et ça, c'est vrai que ça change tout. C'est une question financière, évidemment, et c'est aussi une question de soutien et de formation, non seulement de nous, mais de nos tutelles, qui sont parfois... Enfin, voilà, le premier cas que j'ai cité, c'est quelqu'un qui a dû un peu démêler avec sa tutelle l'autorisation de faire ça, parce que c'était difficile à faire comprendre. C'était il y a un peu de temps, donc je pense que maintenant, ça serait beaucoup plus compris. Mais vous voyez, il y a la question de nous, mais il y a aussi la question, en tout cas nous qui sommes dans le service public, de ce qui nous entoure. Merci pour ces réponses. Alors en effet, vous avez quand même des secteurs qui cumulent les particularités et qui compliquent singulièrement le traitement de ces cas, manifestement, entre en effet les tournées, entre le nombre d'intervenants, entre l'intermittence, bon. Du coup, je me posais la question parce que dans le cinéma, il y a un CCHSCT, c'est-à-dire un organisme qui est interstructure, pas interprofessionnel, mais interstructure, et dont il apparaît à l'issue des auditions que nous avons faites dans le secteur et à ce stade de la réflexion, qui pourrait être un acteur très important dans vraiment une prise en compte beaucoup plus systémique et systématique des situations. Avez-vous ce type de structure, première chose. La deuxième chose, et j'ai été interpellée par ce que vous disiez, je crois que c'est Madame Fouché, sur le recoupement des faits, puisque en effet, vous, il se peut... alors, quand c'est une star, j'imagine que vous pouvez vous passer l'information et que ça circule d'une manière ou d'une autre. Par contre, quand c'est un technicien ou quand c'est une personne voilà, dans le staff, en fait, ça doit être assez compliqué, puisqu'en fait, vous reprenez les personnes... Pardon ? Ouais, mais vous reprenez les personnes sans avoir forcément l'historique de ce qui s'est passé sur une autre structure ou pas. Du coup, c'est pour ça que je me interrogeais sur ce CCHSCT, parce que si véritablement il chapeautait un peu toutes vos structures et qui permettent d'avoir un point central d'instruction des situations et pour mener l'enquête, voilà, qui soit chargé de mener l'enquête administrative ou professionnelle, eh bien, peut-être que ça simplifierait les choses et eux auraient au moins un historique des situations passées. Qu'en pensez-vous ? Alors, monsieur... D'accord, Laurence Raoul, allez. Merci, Jean-Vincent. Non, mais ça va on va se compléter. Oui, le cinéma a fait le choix d'avoir un comité central d'hygiène, de sécurité des conditions de travail interbranche. Nous, c'est une question qui s'est posée depuis fort longtemps, avec la conclusion que ce n'était pas forcément complètement opportun. Et on va vous donner quelques éléments. Le cinéma, ce sont... je vais dire une bêtise, Astrid, 200 films, c'est 300 films tournage par an. Le spectacle vivant, je ne sais pas combien il y a de lieux, combien il y a de représentations possiblement. À l'échelle de ce pays, une personne, même préventrice ou préventeur, venir faire des contrôles n'était pas, matériellement... Alors, dans le efficace. cinéma, il y a les films, mais il y a aussi toute la production audiovisuelle, ce qui représente quand même il y en a deux, beaucoup, en fait. Les deux secteurs ont... oui, d'accord, mais enfin, il y a quand même un préventeur pour l'ensemble. Enfin, il y a un chapeau. Il y a une personne qui vient faire des contrôles, Ouais. qui fait évidemment des notes d'information juridiques pointues avec leurs risques spécifiques. Nous, on a une autre, outre la quantité de représentation sur l'ensemble du pays. On a une particularité, c'est qu'on a des structures, et là je parle
en tout cas pour les scènes publiques, qui sont rattachées aux collectivités territoriales et du coup qui ont des comités d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail, qui ont les instances en fait de prévention. Donc l'activité est relativement couverte. Et nous, en plus, les tournages peuvent être assez courts aussi dans l'audiovisuel, et nous, ça peut être très, 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 très court. Voilà. Ok, d'accord. Monsieur Wasselin, vous vouliez... Je vais juste réagir sur la question que vous posiez, parce que le signalement ne concerne pas que les stars. Ne tombons pas sous ce prisme-là. Le signalement, il est pour tout le monde. C'est l'objet de ma prise de parole, précisément. D'accord, très bien. Mais c'est ça que je voulais juste dire. C'est-à-dire que, évidemment, je pense qu'il s'est passé, depuis cet accord et puis depuis les formations qui ont été engagées et qui effectivement se déploient au sein des entreprises elles-mêmes, la sensibilité au sujet et la remontée des signalements est beaucoup plus régulière. Et de ce fait, les situations que vient de vous raconter ma collègue sur la droite concernant, en l'occurrence, là, il s'agissait d'un artiste dans une production, mais ça concerne aussi bien les techniciens, aussi bien les accompagnateurs ou accompagnatrices administratives, et aussi bien le personnel des maisons, et aussi, ne l'oublions pas, les intervenants. Quand on parle de la coactivité, on ne vise pas que l'enjeu artistique. Tous les personnels intervenant dans l'entreprise, ça peut être du balayeur en passant par l'agent de sécurité, etc. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que ces formations ont précisément développé une sensibilité beaucoup plus grande et que les signalements, ils remontent beaucoup plus qu'ils ne le remontaient dans le passé. C'est quand même un point positif. Et je dirais, pour faire écho à ce que disait Jean-Yves en propos liminaire, nous avons tous un objectif, et un objectif très concret, c'est qu'on ne se retrouve plus avec les situations où on ne peut plus agir parce que nous sommes victimes des délais de prescription. Et c'est vraiment l'objectif de la cellule qui a une seule mission fondamentale quand des gens appellent, c'est dès que la cellule, les juristes et les psys qui sont en ligne se rendent compte de la situation, c'est de tout faire pour que les gens aillent vers le dépôt de plainte et vers l'action médicale pour le constat. C'est ça le vrai changement, c'est-à-dire du paradigme, c'est l'engagement de tout faire pour qu'il y ait des procès, des condamnations et des effets, évidemment, par la mesure de l'exemplarité de ces décisions judiciaires. Juste pour préciser ce que j'ai dit, si je me suis mal exprimée, je m'en excuse. C'est vraiment au contraire. Je vous disais que sur les stars, précisément, vous deviez le savoir, mais que ça ne concernait pas que, et que toute la difficulté portait justement sur les personnes peu connues qui, elles, pouvaient échapper par une espèce de perte de mémoire de ce qui s'est passé sur un autre site, pouvaient échapper aux procédures. Madame Montfort, et ensuite, tu avais une question supplémentaire. Donc, Madame Montfort. Non, mais là où vous avez raison, c'est que les choses en général nous remontent, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont militants sur le terrain. Enfin, je pense évidemment aux camarades de MeToo Théâtre. Enfin, c'est-à-dire que en général, les infos nous remontent parce qu'on est quand même connectés entre nous. Mais c'est aussi parce qu'il y a une montée des consciences, etc. Voilà. Donc ça, c'est une réalité, bien sûr. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, à vous entendre, vous repoussez l'idée d'avoir un CHSCT, c'est difficile, commun, global, si je comprends bien. Vous pensez que ça pourrait pas être un bon outil pour justement centraliser, surtout si, comme on l'a évoqué, on donnait, et ça me fera la transition sur ma question sur les référents, si on donnait aux référents de chacun des tournages, de chacune des compagnies ou de chacun des spectacles, de faire un rapport à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qu'ils jugent être dysfonctionnel ou qui jugent poser des problèmes. Et ça me fait poser la question sur les référents. Quelle est la politique sur les référents? Alors, j'imagine que dans une salle, et vous l'avez dit, Madame Montfort, souvent il y a des gens qui sont impliqués, qui sont militants et qui sont référents assez naturels. Ah non, c'est sur les formations, vous avez évoqué ce sujet. Mais sur les référents, ma question, elle est comment vous fonctionnez sur les référents? C'est-à-dire que chaque salle a un référent, chaque compagnie a un référent, mais est-ce que vous avez aussi des référents par production d'un spectacle? C'est-à-dire que justement, c'est là qu'il y a la co-responsabilité qui est possible. Est-ce que donc
imaginons une production dans une salle. Est-ce qu'il y a un référent spécifique, le temps de la production, de la création et ensuite de la tournée? Ou est-ce que c'est chacun qui a un référent dans son entité? Vous voyez bien la différence, c'est qu'un référent dans une entité, c'est quelqu'un qui parfois peut être amené à être jugé parti. Enfin voilà, tout ça sont des questions importantes, parce que moi je pense beaucoup que ce sujet des référents, on n'a pas fini tout à fait de trancher la question et leur organisation. Et en plus, et c'est pour ça que je faisais le lien avec le CCHSCT, moi je pense qu'il pourrait avoir un rôle de signalement à chaque fois, et ça permettrait peut-être de voir des signaux faibles, et quand on se rend compte qu'à chacune des productions d'un tel ou d'une telle, il y a des signalements, on peut commencer à se dire qu'il y a peut-être la possibilité de mener une enquête sans qu'il y ait eu de faits remontés. Oui. Qui souhaite répondre? Monsieur Justine. Et je salue Madame Melchior et Monsieur Mazard, que je n'avais pas vu arriver, mes excuses. Peut-être juste dans notre réflexion, c'est vrai que la question du CCHSCT, pour nous, elle s'est posée il y a plusieurs années, à un moment où cet enjeu-là ne faisait pas partie de la problématique. Aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça que nous, notre démarche, c'est d'essayer de voir comment on peut accompagner les entreprises et renforcer cet accompagnement avec un outil ad hoc adéquat. Du coup, la piste du CCHSCT, aujourd'hui, c'est une entité qui est beaucoup plus large que la seule problématique des violences. C'est-à-dire que le CCHSCT, il a des missions qui portent aussi sur les questions de santé au travail, etc. Et c'est vrai que quand on a examiné la question, c'était sous cet angle-là au départ, et je reprends pas les éléments que développait Laurence, on avait une difficulté à transposer dans le domaine du spectacle vivant, où effectivement le nombre, la diversité des situations rendait l'outil difficile. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tourne plutôt vers l'idée d'un outil spécifique ad hoc. Je ne sais pas si ça serait un CCHSCT, mais en tout cas, ça serait une entité qui aurait la possibilité, effectivement, je dis entité, d'ailleurs, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, un interlocuteur qui aurait effectivement la possibilité de pallier les endroits de difficulté qu'on peut avoir lorsque soit la structure va être trop petite pour qu'il y ait les ressources nécessaires pour avoir l'ensemble de l'arsenal juridique, soit c'est pas forcément qu'une question de taille, parce qu'effectivement elle aura besoin d'un appui extérieur. Je m'interroge, je ne sais pas si ça résoudrait la question de l'information. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait transversale, a priori, ça peut la poser. Je ne dis pas. Mais vous parliez du défenseur des droits tout à l'heure là-dessus, ce qui me semble quand même très éloigné. Je sais non, qui a d'accord. C'est moi qui ai mal entendu. Ah oui. Ça existe. D'accord. Monsieur le rapporteur. Oui. Sur les référents, il faudra y revenir, parce que j'ai pas eu de réponse sur les référents. Sur CCHSCT, il y a deux niveaux, parce qu'il y a le public, privé. Dans le privé, normalement, l'article 15.5 de la Convention collective des entreprises du secteur privé dispose: les partenaires sociaux entendent à travailler à la question d'un CHSCTE de branche. Voilà, l'idée c'était que ça arrive sous les 3 ans. Je voulais savoir où vous en êtes de cette réflexion, et identiquement comme ça je vous relance sur la question des référents pour le privé, et pendant ce temps-là ça donnera aussi au public le temps d'y réfléchir pour m'apporter une réponse. Qui souhaite répondre? Madame la présidente, monsieur le rapporteur, je ne serai pas en mesure de répondre à la question précise que vous posez. Aujourd'hui, je n'ai pas les éléments en ma possession. Nous avons décliné dans la branche du secteur du spectacle vivant privé l'accord avec l'ensemble de la boîte à outils qui existe dans le public, et avec un certain nombre de dispositions particulières, notamment pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur la coactivité. Nous avons un logigramme qui essaye de fixer les responsabilités des uns et des autres, et qui permet de tracer la procédure pour régler les situations, en tout cas au-delà du signalement, traiter véritablement ces signalements. Mais sur le CHSCT commun, il faut dire que nous avons des personnels qui
qui vont du spectacle vivant au spectacle enregistré, du spectacle public, du secteur public au secteur privé. Donc effectivement, il y aurait sans doute un intérêt à ce que nous ayons un endroit de centralisation pour, comme vous le suggériez, c'est une piste, puisque nous nous sommes engagés, il faut que nous avancions en effet sur le sujet. Non, mais après, enfin, c'est ce qu'on se disait, pardon, en aparté, mais c'est pas beaucoup plus difficile que dans le spectacle, enfin que dans le cinéma ou l'audiovisuel, qui sont aussi des structures de nature très très différentes, et pour autant, ce CHSCT apparaît quand même comme un lieu possiblement qui sorte, parce que plus le collectif est petit, plus c'est compliqué de gérer en réalité. Et là, vous avez quand même des structures qui sont de nature et de taille si différentes que j'imagine que ça n'est pas toujours facile. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que dans les aides que vous recevez de la part des collectivités, des financeurs, du ministère de la Culture ou peu importe, est-ce que vous avez une conditionnalité sur la formation de vos personnels et sur la mise en place d'une cellule? Oui, d'accord. Ok. Madame Montfort. Madame Montfort et après Madame Fouché. Madame Montfort. Oui, les DRAC l'ont mis en place. Enfin, voilà. La plupart des régions, enfin peu à peu, les collectivités territoriales aussi. Après, c'est uniquement déclaratif. Voilà. Il faut une attestation quand même. Il faut une attestation, mais on peut être en cours de réflexion sur le sujet. Madame Fouché qui avait demandé à répondre et après. Je voulais répondre à monsieur le rapporteur sur les référents, parce qu'on est passé vite et que c'est effectivement un point central, sans doute un endroit où on a encore une marge d'amélioration. Pour vous dire que dans l'accord qu'on a prévu, déjà dans la branche que nous représentons, celle des entreprises artistiques et culturelles, il y a l'existence d'un CSEC, donc un CSE conventionnel, des 11 équivalents temps plein, 11 salariés, enfin l'équivalent, un effectif de 11. Donc à partir de 11, il y a en fait un crédit d'heures de formation de 21 heures par an pour les référents. Donc ça, voilà, on est en dessous de 50 évidemment. Pour les autres structures, ce qu'on a fait, c'est qu'on a très fortement préconisé à l'ensemble de nos structures de nommer des référents avec, si possible, une diversité importante dans la manière de les nommer, à la fois une parité de genre, une parité cadre, non cadre, fonction administrative ou fonction artistique. Et on les encourage effectivement à avoir un référent dans leurs effectifs intermittents par production et à faire une annonce en début de chaque production pour indiquer le numéro de la cellule d'écoute qui par ailleurs est aussi affiché, qui renvoie aussi à la clause qui est intégrée dans l'ensemble des contrats de travail, parce qu'on a rédigé une clause type aussi à intégrer dans les contrats permanents et intermittents. Donc voilà, et on expérimente, je vous le dis parce qu'on tâtonne un peu pour le moment, mais on a une entreprise adhérente à notre organisation professionnelle qui a fait le pari de se dire on va nommer comme référent quelqu'un qui est externe à la structure. Voilà, on nous a appelé en disant est-ce qu'on peut le mettre en place. On s'est dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée, qu'il fallait en tout cas expérimenter en la personne de quelqu'un qui fait un petit peu autorité aussi dans le secteur, qui est formée, qui est militante du sujet, donc voilà, et qui elle-même est très interrogative de savoir comment elle va se saisir des sujets le jour où elle va être interpellée, alors qu'elle est même elle-même militante, formée de toutes les manières qui soient. Donc voilà, on va voir si c'est une bonne idée ou pas, ce qui voilà, va nous permettre de faire un petit bilan dans quelques temps. Je pense que sur les référents, mis à part vraiment préconiser, même quand c'est pas obligatoire, je pense que le message est bien passé en tout cas auprès de nos entreprises. Et puis, il nous reste la cellule d'écoute comme vraiment référence extérieure, puisque on voit aussi que très souvent, même s'ils sont en confiance avec un administrateur qui est détaché de la question de la direction artistique, mais qui est permanent d'une structure, on n'a pas forcément envie d'aller vers cette personne pour parler de quelque chose qui nous a mis mal à l'aise. Madame Le Dantec. Merci Madame la Présidente. C'est pour compléter les propos de ma collègue, Monsieur le rapporteur, sur les référents et l'importance des référents. Et j'insiste aussi sur ce qu'a dit ma collègue sur la formation de ces référents. Il est en train de se mettre en place de manière progressive, mais néanmoins, ça va arriver, un réseau national des référents. C'est-à-dire qu'une association qui dispense des formations sur l'égalité et la lutte contre les VHSS a pris le parti de faire un état des lieux justement sur
un peu dans le paysage, en particulier de la musique. Hein. J'insiste, c'est pour la partie musique, de prendre un peu le baromètre, enfin en tout cas de faire un état des lieux sur déjà est-ce qu'il existe des référents partout, et ensuite d'enquêter auprès de ces référents sur leurs besoins, les manquements, les freins, comment ils se sentent en fait dans ce poste, que souvent, des fois, ils prennent avec enthousiasme, mais sans forcément une fiche de poste ou un encadrement très précis, et souvent un sentiment aussi d'isolement, notamment dans le recueil de la parole, hein, qui n'est pas si simple à appréhender. On a parlé d'encadrement, on a parlé de formation, etc. J'insiste sur la partie isolement. Voilà, comment ne plus rester silencieux et comment partager éventuellement des expériences et mutualiser des ressources. Merci. Madame Jean Genelin. Merci Madame la Présidente. Pour compléter, effectivement, côté privé, il y a effectivement les 2 fonds de soutien principaux, donc CNM, Centre national de la musique, qui effectivement depuis 2020 demande à ce que les représentants donc légaux ou désignés d'une structure soient formés. Et désormais, effectivement, ça a été acté en 2023. Idem côté théâtre privé, puisque l'ASTP, donc l'Association du soutien pour le théâtre privé, également demande une formation à minima d'une durée de 7 heures. Merci. La parole, il y avait Madame Raoul et il n'y avait pas une autre personne qui a demandé. Non, ok, Madame Raoul. Non, on essaie de compléter la réponse. Nous sommes tous, nous siégeons à l'AFDAS, notre OPCO pour la culture. Il y a on va dire vraiment deux conseils paritaires pour les intermittents et spectacles vivants auxquels nous siégeons. Et nous avons obtenu évidemment des déplafonnements les plus importants possibles pour que que toutes les actions de formation, notamment pour les référents, mais aussi les autres dans ce domaine, soient, on va dire, un peu libres d'accès, que le financement soit assuré, enfin évidemment dans la limite des fonds de cet OPCO. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Revenir sur justement formation, prévention et le lien avec les subventions, parce que ça m'a pas paru tout à fait clair, mais la question était peut-être pas assez précise. Donc ce que je comprends bien sur le privé, dans vos liens avec le CNM, donc le CNM, ça correspond que à la musique, ouais, humour, mais pas humour, musique, pas le théâtre. Là, c'est la STP qui voilà. Donc, sur le privé, oui, j'ai la carte à peu près, à force. Ça fait rire, Monsieur Moiselin. Juste, je finis la question parce que, donc là, vous avez aujourd'hui des obligations, comme dans le cinéma, c'est-à-dire que le producteur ou le responsable de la structure doit avoir suivi ces formations pour bénéficier des aides ASTP, CNM. D'accord. Et donc, pour le théâtre public aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce même type d'obligation comme dans le CNM, c'est-à-dire des formations pour les chefs de, enfin les, je sais pas comment on dit, les chefs de compagnie, parce que c'est pas directeur de compagnie, voilà, c'est le bon terme, parce que je trouvais que producteur, ça marchait pas aussi tout à fait. Donc, directeur de compagnie, ces obligations sont faites également. Alors, question sur que vous avez évoqué, où il me semble qu'il y a un flou qui n'est pas de votre fait, mais sur les aides, des subventions des collectivités. Aujourd'hui, est-ce qu'ils réclament la preuve de cette formation? Est-ce qu'ils ont des demandes particulières? Est-ce que vous pensez que tout ça pourrait être uniformisé pour rendre la chose à peu près identique suivant la région Bretagne et la région Occitanie, par exemple, deux belles régions. Voilà, ça c'est des questions importantes parce que peut-être qu'on pourrait imaginer un travail d'harmonisation s'il y a des bonnes pratiques dans certains endroits et d'autres pratiques moins bonnes dans d'autres endroits. Alors, il y avait Madame Jean Genelaine qui voulait intervenir. Ah bon? C'est bon, ok. Donc, alors Madame Montfort, vous avez allumé votre micro, donc j'imagine que c'est un... Ah non, d'accord. Donc, Monsieur Moiselin. On va peut-être dire la même chose. D'abord, je voulais réagir avec peut-être une petite pointe d'humour. Pour le moment, les collectivités coupent.
et elle coupe surtout les budgets. Donc c'est plutôt notre point de vigilance actuellement. Oui, ça dépend des... Oui, alors la Bretagne, vous avez tout à fait raison. Donc je faisais 7 points. Après... Oui, alors Bourgogne-Franche-Comté, mais enfin bon, il y a des endroits, Pays de la Loire, pour ne pas la citer, car nous l'avons tous à l'esprit, c'est un peu plus brutal. Évidemment que ça évolue dans les collectivités territoriales, mais ça passe... évidemment dans le principe même de la libre administration des collectivités. Donc, ce n'est pas nous qui pouvons, à cet égard, pousser les feux sur ce sujet-là. Mais en tout état de cause, ça serait assez cohérent que ça se déploie. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit ce type de demande se formuler sans que ce soit une grosse difficulté pour nous, puisque précisément, on forme et on continue de former. Ce que je veux que vous ayez bien en tête, c'est qu'on a aujourd'hui, je pense... Alors, j'ai un peu de mal à avoir un chiffre sûr, solide. Comme j'ai juré, je suis prudent en disant, je pense qu'on n'est pas loin des 80% de nos dirigeants d'entreprise, mais je le dis avec une toute petite nuance, si je n'étais pas sûr de mon chiffre, mais on a au moins 80% de nos dirigeants d'entreprise. Quand on dit dirigeants, c'est vraiment dirigeants, cadres, encadrants, administrateurs généraux qui sont formés. Et c'est vrai que l'effet de ces formations, on vous le répète, mais c'est très important, c'est qu'en général, derrière, suivent les formations de tous les salariés. Voilà. Donc, en tout cas, sur ce sujet de la conditionnalité, ça se déploie, ça se développe, et tout le monde est dans le processus de formation et de généralisation. Je dois vous dire que du côté Syndeac, on envisage même maintenant d'aller plus loin, c'est-à-dire que de faire des mises à jour de formation pour ceux qui ont été formés. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est déjà à 2 ans, il se passe énormément de choses, des jurisprudences interviennent, et donc on est plutôt dans la logique de dire ceux qui ont été formés, on leur proposera une deuxième formation assez prochainement, sans doute complémentaire, donc peut-être pas longue des 7 heures de départ, mais qui permettra d'entretenir le niveau de compétence. Madame Fouché, et après j'ai une question. Pour compléter ce qui vient d'être dit par mon collègue du Syndeac, évidemment, la question effectivement, du recyclage de formation est une véritable question. Effectivement, on peut se féliciter d'avoir près de 80% de nos encadrants qui aient été formés. Il y a formation et formation. Si je voulais être un petit peu aller dans le fond du sujet, on a formé nos encadrants, c'est-à-dire ceux qui sont en lien ou qui ont une délégation pour s'occuper des équipes. Je pense que dans un monde idéal, tout le monde devrait être formé précisément à l'endroit où il est. Et vous allez voir où est-ce que je vais en venir immédiatement. Je veux parler des directions artistiques. Dans les structures qui sont adhérentes à mon organisation, la plupart de ces coordinations artistiques sont assurées par des artistes qui eux-mêmes sont intermittents dans les structures dont le financement repose sur le projet qui est incarné par cette personne. Je trouverais intéressant, et nous en étions ouverts auprès du ministère de la Culture et de sa délégation musique et des hauts fonctionnaires, sur le fait qu'on puisse sensibiliser les personnalités à fort potentiel d'encadrement artistique. Je ne sais pas quelle est la bonne terminologie, mais en tout cas, quand on assure une direction artistique, de fait, même quand on est intermittent, on n'est pas simplement le collègue des gens avec qui on travaille. Potentiellement, on est celui qui dit « toi, tu reviens travailler, toi, tu ne reviens pas travailler pour la production d'après ». On a une place particulière. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire sur la prise de conscience de ce que impose cette position particulière dans une équipe artistique. Et ça, c'est une modalité de formation qui est particulière, qui n'est pas la même que celui d'un directeur de théâtre, qui n'est pas la même que celui d'un directeur de festival et qui n'est pas la même qu'un administrateur général. Je crois que là, il y a un enjeu pédagogique de formation vraiment très clair de qu'est-ce que j'incarne et de ce fait, qu'est-ce que ça peut induire pour les autres. C'est une question de positionnement. Oui, c'est très intéressant, cette réflexion. Parce qu'en effet, pour l'instant, c'était un peu un angle mort de la... Mais ça fait partie de la spécificité de votre secteur. Moi, je voudrais juste revenir sur ce merveilleux document que je découvre en même temps que l'audition, où il y a quand même des chiffres qui sont assez effarants sur les équipes artistiques et le caractère masculin de ces équipes artistiques. Du coup, j'imagine que vous donnez ces documents aux financeurs. Oui, mais est-ce que vous les fournissez à vos financeurs? Il est public, nous le distribuons, il est public et évidemment, nous l'adressons au ministère de la Culture, évidemment, et au DRAC, évidemment. On l'a envoyé à tous les DRAC de France pour qu'ils en soient bien informés. Et nous, c'est un travail qui est mené depuis 5 ans. Il y a eu de la progression, si j'ose dire, les 3 premières années. Et puis là, une espèce d'effet de seuil. Donc nous engageons un travail
Alors, je ne peux pas rendre public de qui il s'agit, mais nous allons avoir des entretiens individuels avec les directions. Alors, peut-être que pour nos collègues, que vous comprenez de quoi on parle, nous faisons un comptage annuel de la présence des artistes femmes dans les distributions et dans les programmations des théâtres publics de France, et que nous avions un objectif en 5 ans d'atteindre une parité réelle, et que nous en sommes encore loin. Et qu'effectivement, c'est un énorme problème. Et donc, il se trouve que quand même, les mauvais chiffres sont souvent liés à un certain nombre de très mauvais élèves qui ont des très mauvais chiffres, alors que quand même, globalement, tout le monde n'est pas si mauvais que ça. Alors, et je dirais juste un tout petit truc positif, parce que des moments, il faut quand même être un peu positif. Par exemple, les centres dramatiques nationaux sont presque à la parité, à un chouïa près. Et c'est un très bon signal d'avoir des établissements dirigés par des artistes qui, précisément, sont les plus attentifs à la situation des artistes. Alors là, justement, c'était un peu l'objet de ma question avant que vous empariez de la réponse. Parce qu'en fait, là, c'est en termes de pourcentage, j'imagine, de crédit. Donc, en fait, ça veut dire que s'il y a, par exemple, mettons, sur Nouvelle-Aquitaine, je prends cet exemple tout à fait au hasard, évidemment. Donc, sur Nouvelle-Aquitaine, imaginons qu'il y ait, par exemple, les Francopholies qui prennent, j'imagine, une partie des... Ah, c'est pas chez vous, d'accord, ouais. Ok, donc en fait, il y a des structures. Bon, alors, pas la francophonie, prenons, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Parce qu'on n'est pas dans le domaine de la musique, c'est ça que je veux dire. Okay. Donc là, on est vraiment dans le domaine du théâtre public. Donc le spectacle en public, ça prend cirque, marionnette, théâtre, art de la rue, tout ce que vous voulez, mais pas la musique. Parce qu'en fait, là, le sujet, c'est qu'il y a des structures publiques importantes qui, en fait, concentrent les budgets et qui sont manifestement davantage dirigées par des hommes que par des femmes. C'est ça que ça signifie, en fait, ce graphique. Expliquez-moi. Ouais, c'est un peu plus complexe. Alors, il y a en effet des inégalités certaines. Hein, c'est-à-dire, on parlait des centres dramatiques, par exemple. Les centres dramatiques, là, on arrive à des directions... On est à 46%, vous voyez. Donc, on est à une quasi-parité. Par contre, si on regarde les budgets, évidemment que les femmes gèrent les plus petits centres dramatiques et gèrent un tiers de l'argent versus 2 tiers pour les hommes. Ça, c'est comme d'habitude. Voilà. Donc ça fait partie des questions. Et aussi une autre chose, c'est-à-dire que jamais une femme n'a été nommée à un 2e centre dramatique. Vous voyez, jamais une femme artiste n'a été nommée à un 2e centre dramatique, alors qu'il y a des hommes... Une fois qu'ils sont au premier poste, c'est-à-dire qu'elles sont en direction d'un centre dramatique, elles ne sont pas nommées à un 2e centre dramatique? Exactement. En même temps ou après? Non. Après. En fait, donc c'est beaucoup plus précaires et temporaires, c'est ça? C'est des mandats de 10 ans, max. Enfin, en fait, c'est 4-3-3. Mais voilà, il y a beaucoup d'hommes qui, quand ils sortent d'un petit centre dramatique, ont ensuite un grand centre dramatique avec beaucoup d'argent. Pour les femmes, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'elles ont un centre dramatique, en général petit, et ça s'arrête là. Voilà. Merci, bonsoir. Vous commencez à être un peu âgé par ailleurs. Oui, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, mais par ailleurs, en fait, il y a 2 choses dans ce petit livret. C'est qu'il y a le comptage qui est interne à nos adhérents, c'est-à-dire nos adhérents théâtre, festival, etc. Donc, où on a tenté cette chose un peu pédagogique. Voilà. Et juste, je signale une chose, c'est que quand même, le chiffre qui progresse le moins, c'est le chiffre c'est la question de l'écriture. C'est-à-dire qu'en 1924, vous voyez, le Cri de Paris se demandait pourquoi il y avait peu d'auteurs dramatiques femmes. Et ben en 2024, on arrive toujours à la même conclusion, 100 ans après, qu'en fait, il y en a, mais elles ne sont pas jouées. Voilà. Donc, et elles sont moins payées. Bon, voilà. Voilà. Donc, il y a ça. Mais par ailleurs, il y a les aides déconcentrées qui, ça, ne sont pas de notre fait, qui sont du fait du ministère et des aides déconcentrées en région. Voilà. Et effectivement, où là, on constate, comme d'habitude, le fameux plancher collant des Québécois et des Québécoises, à savoir que sortie d'école d'art, on est à 50%, et plus on monte dans les hauteurs, et notamment, et ça recoupe avec notre question, parce que si vous voulez, les compagnies les plus riches, et donc qui ont le plus fort potentiel d'emploi, sont dirigées par des hommes. Monsieur Moisselin, vous vouliez compléter ou pas? Tout
a été dit. D'accord, ok, je vous remercie. Est-ce que tu veux enchaîner, Oui, monsieur le juste, rapporteur je pense qu'on est, il y a quand même des indicateurs qui sont plutôt, et Monsieur Moisselin l'a signalé, qui sont plutôt positifs. Et je pense que on voit bien que la carrière est assez longue avant d'arriver à la direction d'un centre dramatique. Donc, peut-être qu'il y a un effet retard. Alors, certainement pas sur les textes et sur les créations et sur les écritures, ça c'est vrai, parce que on voit que là, pour le coup, ça bouge pas et peu. Malgré parfois des aides, des choses. Mais c'était juste sur les postes de direction, je pense qu'on va dans le bon sens et ça ne peut pas se rattraper en autant décider de faire un festival où on va décider que c'est paritaire et qu'on va diffuser autant d'œuvres féminines que masculines. Ça peut se faire en un an sur une décision. Autant j'ai l'impression que là, le passage vers une parité, c'est progressif parce qu'il n'y a pas des centres dramatiques qui changent de direction tous les ans. Donc, c'est assez long, quoi. Voilà. Sur les... Peut-être vous répondez à ça, mais c'était plus une réflexion d'ailleurs qu'une question. J'avais juste une petite question parce que dans le monde du théâtre, et vous l'avez dit vous-même, il y a parfois des compagnies qui sont des petites entreprises, mais il y a aussi des compagnies qui sont associatives. Et là, sur l'associatif, est-ce que vous croyez qu'il y a des trous dans la raquette législative? Parce que, par exemple, est-ce que c'est le même... Par exemple, sur les questions code du travail, quand vous êtes pas un membre salarié, mais que vous êtes membre d'une association, et qu'on sait que dans le milieu de la culture, c'est aussi une force, il y a beaucoup d'associations. Est-ce que là, vous pensez qu'on a peut-être des choses à regarder, à améliorer? C'était une question un peu en l'air, mais je crois qu'il y a quand même un petit sujet. Et revenir aussi sur les questions de prévention, parce que est-ce que la formation suffit à faire de la prévention, ou est-ce qu'il y a des actions autres de prévention qui sont peut-être à mener? Et ça me fait le lien vers la question des nouveaux métiers, qui me semble important, sur la coordination d'intimité. C'est vrai qu'on en parle beaucoup au cinéma, mais enfin, au théâtre, c'est pas anodin, parce qu'en plus de parfois la nudité ou de l'intimité, il y a le rapport direct au public qui est devant vous. Et est-ce que ce métier se développe? Est-ce que vous pourriez penser d'ailleurs que ce métier de coordinateur d'intimité pourrait être mutualisé entre le cinéma et le spectacle vivant, parce qu'il y a quand même des choses qui sont identiques, même s'il y a quelques différences. Je veux bien Monsieur Justine. répondre sur ce point. Peut-être juste, vous avez posé la question, on se regardait avec nos collègues, mais sur la question des associations, en ce qui nous concerne, dans la branche, on n'a quasiment que des associations, à l'exception, effectivement, comme souffle Aurélie, 98% d'associations, à l'exception, pour ce qui concerne mon organisation et le syndicat national des scènes publiques, des structures qui sont de droit public, donc qui sont des régies ou des syndicats mixtes, etc. Donc ça, on l'a déjà dit. Mais pour l'essentiel, on est des associations et qui sont régies par les mêmes règles et pour lesquelles la convention collective et tous les dispositifs, voilà. Par ailleurs, donc effectivement sur la question de la coordination d'intimité, aujourd'hui, en fait, les exemples dont on dispose viennent plutôt d'outre-Atlantique ou du monde anglo-saxon. Donc les États-Unis, le Canada ont beaucoup développé ces métiers. Et alors ils l'ont fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est développé à la fois dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel et dans le milieu du spectacle vivant. Récemment, on a eu une présentation dans le cadre du dialogue social européen justement d'une étude un peu d'observation menée par la Fédération internationale des artistes, qui montre que souvent les coordinateurs d'intimité exercent sur les deux secteurs. Mais néanmoins, vous l'avez exactement souligné, monsieur le rapporteur, il y a un certain nombre de spécificités du spectacle vivant qui sont à appréhender. Donc non seulement le rapport direct, mais aussi la temporalité. C'est-à-dire que sur la coordination d'intimité dans le milieu audiovisuel, je veux pas parler à leur place, mais on est sur des temps de tournage essentiellement qui sont non seulement donc fermés, c'est-à-dire pas en scène, mais qui sont souvent plutôt sur des temps relativement courts, en tout cas par rapport à ce que peut être la durée d'exploitation d'une œuvre, et où en plus les modalités sont un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'une fois le tournage terminé, l'artiste n'intervient plus, alors que nous, on a le temps de la répétition, où souvent les coordinateurs ou coordinatrices
d'intimité vont être présentes, et puis le temps de la représentation où ils seront peut-être plus présents, il faudra des mécanismes qui rendent possible l'intervention aux besoins de la personne. Et puis par ailleurs, il y a effectivement le temps de la représentation, qui est un temps très particulier, puisque chaque jour, les personnes vont répéter les mêmes scènes, donc elles auront travaillé ces scènes en amont avec le coordinateur ou la coordinatrice d'intimité, mais elles vont ensuite les répéter chaque fois. Voilà. Donc on a vraiment besoin effectivement d'avoir une réflexion sur les compétences que requièrent ces métiers. On constate que c'est des profils divers qui peuvent exercer ces métiers. On peut avoir par exemple d'anciens juristes, mais aussi d'anciens danseurs, parce qu'il y a tout un aspect chorégraphique du travail qui vont exercer sur ces métiers. Donc les compétences et effectivement les spécificités qui peuvent se poser sur chacun des secteurs entre l'audiovisuel et le spectacle vivant. Je vous remercie. Madame Melchior avait une question. Je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Je me demandais si vous aviez déjà du recul depuis que vous avez mis en place donc les référents formation. Est-ce que vous avez du recul? Je voulais aussi reprendre une phrase. Je crois que c'est Monsieur le rapporteur qui l'avait dit dans une autre audition. Ce n'est pas la parole qui s'est libérée, c'est l'écoute qui est plus répandue. Est-ce que vous avez vous aussi cette impression et qu'est-ce que ça vous évoque? Et enfin, moi j'ai une question aussi sur les témoins parce que peut-être que les signalements. Est-ce que vous insistez pour que des témoins signalent parce que et puis après vous prenez en charge la victime s'il y a lieu, mais parfois des témoins peuvent être en difficulté parce que c'est une forme de dénonciation qui peut être malvenue dans le secteur. Voilà, je vous remercie. Merci. Qui souhaite répondre? Madame Fouché. Peut-être pour débuter la réponse, et mes collègues me compléteront. Sur la question des témoins, la cellule d'écoute qui a été mise en place leur est également accessible. Et c'était un élément important pour nous, puisque souvent les signalements et les cas remontent de manière un petit peu en ricochet. Donc voilà, c'est un premier élément de réponse. Je crois qu'on peut tous faire nôtre la phrase de Monsieur le rapporteur. Effectivement, notre écoute, y compris la nôtre, s'est modifiée après tout le travail qu'on a pu faire, et nous souhaitons qu'il en soit ainsi dans l'avenir à nouveau. Je ne sais pas sur les témoins, est-ce que j'ai répondu à votre question? Madame Raoul. Je serai bref, chers collègues. Non, les témoignages, on est tous très sensibles à cette problématique, y compris, je sais pas, chacun et chacune qui a pu constater par lui-même. On a tenté au-delà de la cellule, on a un peu tenté d'aider les personnes avec des propositions de confidentialité, de mesures, parce que il nous semble, ce qui fait peur aux personnes, c'est effectivement, c'est pas forcément, c'est dénoncer le côté déloyal, quand bien même c'est une infraction et que c'est très grave. C'est eux-mêmes leur loyauté vis-à-vis de leur entreprise, et puis derrière de la recherche d'emploi dans un univers très très précaire. Donc ça n'aide pas du tout. Donc on essaie de trouver des biais par le système de la... Alors pas du secret, mais de la confidentialité. Tout ce qu'ils pourront dire ne sera pas diffusé de toutes parts. Ça reste dans le cadre de l'instruction, entre guillemets. Monsieur Justine, vous vouliez compléter? Oui, en fait, pour prolonger cette réponse sur la question des témoins, on est obligé, quand on réfléchit à la procédure d'enquête, d'appliquer un peu les préceptes propres à toute enquête. Et c'est une réflexion qu'on a eue très largement dans le cadre de notre accord de branche. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a incité à créer une boîte à outils, c'est de faire en sorte que l'enquête garantisse les principes de confidentialité, de contradictoire, etc., qui permettent effectivement de faire sortir en fait de l'esprit des gens le fait que s'ils vont témoigner, ils vont ensuite être en difficulté professionnelle, etc. Donc effectivement, la confidentialité est un élément important. Sur la question du développement de l'écoute, je ne prétendrai pas apporter une réponse à ce sujet qui est vaste. En revanche, c'est clairement l'axe principal sur lequel vont se développer à la fois les outils qu'on développe et les formations qui sont développées, c'est-à-dire on apprend en fait à ceux qui sont en responsabilité
la manière de recueillir un témoignage, de recueillir de tout simplement accueillir la parole, qu'elle vienne des... Voilà, ça fait vraiment partie des axes très importants dans les formations qui sont développées sur le sujet et dans les outils qu'on peut mettre à disposition pour accompagner les entreprises dans le déroulement, par exemple, d'une enquête. Merci. Moi, j'avais une question relative aux mineurs sur les extraits de casier judiciaire. Alors, c'est une question compliquée parce que quand vous avez des mineurs sur un plateau, comment vous vous assurez qu'il n'y ait pas de personnes qui aient des antécédents ou qui aient des interdictions même de mise en contact avec des mineurs? Et quand je dis ça, je vraiment ne pensais pas du tout que j'ai un jugement derrière ça, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué, notamment aussi de respect de la vie des personnes, la vie personnelle, mais en même temps, s'il y a des interdictions d'approcher des mineurs, comment vous le savez ou pas, Monsieur De Clercq? Les recherches que nous avons faites, ce que nous avons compris de ce sujet, c'est qu'il y a une autorisation administrative qui est délivrée lorsqu'il y a emploi d'un mineur dans un spectacle. Cette autorisation administrative est examinée par les services de l'État sous l'autorité du préfet, que le préfet a accès au fichier FIGES, et donc il y a des recoupements qui sont possibles. Vous voulez dire alors, évidemment, ça veut dire que c'est sur les enfants qui auraient été victimes d'infractions. Là, ce que vous voulez dire, c'est sur des personnes qui sont amenées à être en contact avec des mineurs dans un spectacle. Là, il n'y a pas l'équivalent pour dans le domaine du spectacle, effectivement, de ce qui existe. Mais imaginons qu'il y ait un enfant qui soit employé sur un spectacle, quel qu'il soit. Il n'y a pas même l'autorisation administrative ne permet pas de vérifier les... Et c'est là où précisément il faut probablement muscler le dispositif. Vous avez raison. Je voulais profiter, si vous me permettez, d'avoir la parole pour répondre d'une part à Monsieur le rapporteur, parce que j'ai eu la réponse à votre question entre-temps. Je suis désolé, tout à l'heure, je n'étais pas en mesure de vous répondre. En effet, dans le domaine de la convention collective du spectacle vivant privé, il a été proposé par notre organisation syndicale qui en assure le secrétariat, qui en assurait jusque récemment le secrétariat, de la création d'un comité, d'un CCHSCT. Pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à convaincre l'ensemble des partenaires de cette convention collective d'avancer concrètement sur ce sujet. Pour le deuxième volet de votre question qui concernait les modalités un peu novatrices pour avancer au-delà de la formation et de l'information et de la formation, pour avancer sur le sujet de la lutte contre les VHSS, je vous propose de donner la parole à notre collègue Jessie Varin, Madame Jessie Varin, qui est chef d'entreprise et membre de notre comité de direction, qui justement est à l'initiative d'un certain nombre d'événements et qui anime en particulier cette question au sein de notre syndicat. Madame Varin. Merci beaucoup. Moi, je représente un domaine qui est assez jeune, c'est celui de l'humour. Je suis directrice d'une salle de spectacle d'humour et je suis au cœur de plein de choses. Et notamment, il y a quelques mois, on a été un peu bousculé par un MeToo stand-up assez puissant et une grosse enquête Mediapart. Quand il a fallu réagir à ça, et que je pense que tout est à faire dans ce domaine-là, on a créé une charte. On a créé une charte des comédie clubs, qui sont des lieux où aujourd'hui il se passe beaucoup de choses, notamment parce que c'est en pleine expansion et que ça fédère un nombre d'artistes impressionnants qui ont aujourd'hui une grosse résonance nationale et puis qui draine aussi beaucoup de spectateurs. Et cette charte, elle a été pensée en réaction à cette enquête et Mediapart et à ce MeToo stand-up. Et en fait, elle a été écrite de manière assez simple, elle a été diffusée de manière assez simple aussi et assez naturelle. Il y a eu quelque chose de très organique qui s'est mis en place. Et quand cette charte, aujourd'hui, est affichée dans un nombre, on a à peu près 250 signataires et ça représente à peu près 80-90 comédie clubs aujourd'hui partout en France. Cette charte, quelque part, elle a figé un petit peu les VHSS autour du stand-up, dans le sens où les artistes étaient au courant, les spectateurs étaient au courant, les clients. Et je sais, et encore une fois, parce que la parole s'est libérée, qu'elle a vraiment fonctionné, puisque depuis,
on n'a eu aucun signalement. Alors, des remarques sexistes, évidemment, et je crois que ça continuera à arriver, surtout dans le monde de l'humour où la frontière est très, très fine. Mais en tout cas, on a fait un petit kit de communication très simple avec des stickers, avec, encore une fois, on a envoyé ce texte. Et je sais que un bon nombre de personnes qui a témoigné, notamment à travers les réseaux sociaux. Je sais que ça a figé un petit peu les choses. Et je crois que ça a fait beaucoup de bien à ce milieu. Ça a libéré la parole et on en a vu vraiment le résultat. C'est une toute petite initiative, mais qui a eu des répercussions assez fortes. Et pour les artistes, notamment les femmes artistes, qui ont réussi à s'exprimer beaucoup plus librement sur des sujets plus intimes et sur les hommes aussi. Alors justement, moi je vais rebondir sur le stand-up. Donc j'entends que la charte a permis de faire en sorte qu'il n'y ait plus de signalement. C'est un facteur d'étonnement chez nous, hein, puisque depuis le début de ces auditions, je crois qu'il n'y a pas eu une audition où on ne nous a pas parlé d'une charte. Donc, bon, la charte, elle répond quand même sans doute à un besoin de quelque chose, parce que vu le nombre de chartes qui circulent, enfin, il y a quand même un sujet autour de ça qu'il va falloir qu'on creuse un peu, à mon avis. Mais donc, quand vous recevez une personne sur un stand-up, vous êtes en contrat avec lui, vous avez un... Est-ce que dans ce contrat, il y a une clause éthique? Une clause, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que... Je vais juste vous lire dans cette charte. Alors, elle a fait un peu débat, hein. Il y a juste dans ce Comedy Club, aucune censure n'est appliquée sur les textes des artistes qui assument leur liberté de penser, d'écrire, de rire et de faire rire dans le respect des valeurs de non-discrimination portées par ce lieu. Je sais que, alors, on a beaucoup réécrit cet article parce qu'il y avait aussi la notion de censure par rapport à ça, que beaucoup de patrons de Comedy Club ont pointé du doigt. Et encore une fois, dans ces lieux, et c'est pour ça qu'on est allé aussi un petit peu plus loin sur le fait de s'associer à une association que vous avez auditionnée il y a quelques semaines qui s'appelle Derrière le rideau. Dans ces lieux, c'est des lieux aussi qui sont très peu encadrés par rapport à tout ça. Les organisateurs, ça peut être aussi des patrons de bar, ça peut être juste quelqu'un qui va voir un patron de bar et qui décide d'organiser un comédie club. Donc il y a vraiment aucun accompagnement par rapport à ça. Et pour aller un peu plus loin dans ça, quand la charte a été diffusée, on a eu beaucoup de demandes de formation, sauf que c'est pas forcément des chefs d'entreprise, c'est pas forcément des dirigeants, et du coup, on a un peu étendu notre champ d'action et on a créé un événement qui aura lieu au mois de mars, dont on a eu un soutien du CNM il y a quelques jours. Donc c'est vraiment tout frais pour leur offrir en tout cas les accompagner dans une vraie journée de formation et sur 3-4 jours déclinés, notamment sur sensibiliser, former, dialoguer et rassembler. Et ça va prendre... Là, la charte, elle porte quand même sur le spectacle, elle ne porte pas sur le comportement de la personne en dehors du temps de l'humour. Donc c'était ça la question que je posais, c'était sur, par exemple, vis-à-vis des techniciens et techniciennes, vis-à-vis, voilà, au-delà du spectacle, où là, il y a une liberté de création dont la limite est toujours très floue à poser, parce que évidemment, on est très proche de la censure rapidement. Mais par contre, au-delà de la partie scène, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le rapporteur. Voilà. Pour rebondir sur j'ai deux points de rebond. Le premier qui correspond à tout le monde, mais je la pose maintenant parce que je pense que justement sur la question du stand-up et la question des toutes petites structures, c'est une question qui se pose. On n'a pas parlé d'un point tout à fait technique, c'est la question des loges. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tous et toutes cette réflexion d'avoir des loges non mixtes? On sait quand on a fait un peu de théâtre que souvent il nous arrive de nous changer tous et toutes dans le même endroit, et c'est pas toujours la meilleure des solutions. Donc c'est un premier point, peut-être une question qui peut paraître anecdotique, mais je pense pas qu'elle soit complètement. C'est la question des loges, mais la question de la vie du théâtre d'un point de vue général. Premier point, donc première question. Et la deuxième, qui est aussi une question en lien avec la question de Madame la Présidente, c'est la question contractuelle, c'est-à-dire des contrats que vous avez avec vos artistes. Est-ce que dans ces contrats aujourd'hui, il y a des clauses qui sont des clauses
éthique de comportement. Alors évidemment, demander de respecter la loi et le code du travail dans des clauses, c'est toujours un peu problématique, ça coule de sorte, mais est-ce qu'on peut imaginer quand même des rappels et des exigences, parce que pour un spectacle, avoir le comédien ou la comédienne qui se fait, entre guillemets, rattraper par la patrouille, sur lequel il y a un dépôt de plainte, ça peut planter un spectacle et la réputation d'un spectacle. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez une réflexion, sachant qu'on tourne toujours cette question-là aussi. Ça permet de rebondir sur la question des assurances. Est-ce que vous avez des assurances particulières sur les interruptions de spectacle dues au temps de l'enquête, etc. Le cinéma, on sait qu'il y a un début avec 5 jours d'interruption pour 500 000 euros de dommages. Oui. Donc, est-ce que vous, là-dessus, sur la question des assurances, vous avez avancé? Donc, loge, contrat, assurance. Qui souhaite répondre? Allez, Madame Fouché, Madame Raoul. Alors, sur la question des loges, la question s'adressait au théâtre, mais j'imagine qu'elle s'adresse aussi à la musique. On n'a pas eu de remontée particulière de difficultés à cet endroit-là, donc je ne serais pas en mesure de vous dire si réellement c'est un sujet. Ça peut être un sujet dans des lieux qui ne sont pas dédiés au spectacle. Je parle notamment des musiques de patrimoine qui utilisent parfois des lieux de culte, voilà, qui sont assez mal équipés, exactement. Mais je ne saurais pas répondre à cette question. En tout cas, nous n'avons pas eu de remontée de cas problématiques à cet endroit. Sur la question du contrat, comme je le disais, nous, on a écrit une clause type adaptable qu'on a envoyée à l'ensemble de nos structures, qui est une clause d'engagement sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, qui dit peu ou prou, en tant qu'employeur, la société X ou la structure X s'engage à vous garantir un environnement de travail épanouissant, sécurisant, vigilante au respect de chaque individualité dans le collectif de travail. Ben, nous portons une attention particulière, blabla. Et puis en disant, nous menons une politique active de prévention des violences sexistes et sexuelles, avec la fiche informative de la CCNEAC et le nom et les coordonnées des référents pour les structures, en disant ces référents sont formés pour recevoir la parole des personnes, contactez-les si besoin. Voilà. Donc on a cette première clause. C'est pas la réponse à votre question? C'est pas un engagement du comédien à, entre guillemets, je n'aime pas cette expression, à bien se tenir. On considère que la loi l'y oblige. Enfin, donc non, on n'a pas d'éléments en particulier à cet endroit-là. Effectivement, peut-être qu'il. Oui, la loi n'est pas très connue. Et puis, la loi, elle n'empêche pas. À ce stade, on va quand même s'accorder là-dessus. Donc, oui, tout le monde, personne n'est censé ignorer la loi. Pour autant, sur ce domaine-là en particulier, vous savez bien quand même que la loi ne suffit pas. Donc, voilà. Il y avait Madame Raoul qui avait demandé la parole. Oui, je voulais préciser effectivement le sujet des loges pour avoir visité à l'occasion de réunions beaucoup. Les loges, ça demande une expertise, hein, ce qu'on a pu voir ne pose pas de sujet, mais ça demande une petite analyse plus approfondie. Je voulais juste dire en revanche que c'était un lieu où il était préconisé d'afficher et que c'était vraiment affiché. Et qu'en plus, ça permettait d'avoir ce temps lent de lire posément les alertes que nous souhaitons voir absolument partout. Je voulais redire sur l'encadrement, vous avez raison, c'est une très bonne question, mais en tant qu'entreprise, on n'a pas accès au casier catégorie, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2, c'est les personnes qui peuvent le prendre et le donner à leur employeur qui le demande, et c'est que les catégories 3, bien sûr, où il n'y a absolument rien, enfin très peu de choses qui est inscrit. C'est pas ce qui est réservé à la police et à la justice. Donc là, on a la même chose que d'autres secteurs, malheureusement. Et je voulais redire sur les assurances, oui, on s'est aussi penché, bien sûr, sur la question et qui se passe notamment, je vais faire une toute petite parenthèse, quand c'est évidemment l'artiste tête d'affiche qui fait l'objet d'une dénonciation dans la presse et qui génère soit des arrêts, soit des... il y a la phase d'enquête, mais il y a aussi la phase d'arrêt où les directions de lieu ne savent que faire sur une poursuite de spectacle, etc., ou par rapport à toutes les libertés dont vous parliez
qui sont ou juste une suspension, un report, un débat, une information. Oui, on essaye avec des agents d'assurance de trouver des solutions pour mutualiser cette question d'assurance qui est majeure, vu les coûts. Monsieur Declercq ? Oui, pour compléter la réponse, dans le spectacle vivant privé, nous avons dans le cadre de la fameuse boîte à outils qu'on évoquait en début de cette réunion, une clause spécifique sur la lutte contre les VHSS à intégrer dans les règlements intérieurs de nos entreprises, qui renvoie en effet vers la convention collective, l'accord de branche, qui renvoie vers les articles du Code du travail relatifs aux sanctions encourues, qui renvoie également vers la cellule d'écoute audience, et enfin qui renvoie qui donne la liste, les coordonnées des conseillers conventionnels. En l'absence d'un CCHSCT, c'est quand même un moyen de tracer les faits réels ou supposés dans les entreprises. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Vous vouliez compléter, Madame Fouché ? Je voulais juste répondre à la question que vous posiez sur la question des assurances. Je peux vous dire que nous, sur nos 200, presque 20 adhérents, aucun festival n'est assuré sur les questions, sur un certain nombre de questions et sur celle-ci avec des clauses très particulières. Oui, bien sûr, tout le monde est assuré, mais pas sur le risque spécifique VHSS. C'est une certitude puisqu'on a posé la question. C'est très cher, donc généralement les clauses d'assurance sont assez basiques dans nos structures. Il faut quand même aussi se le dire. On a un contexte économique qui est particulier et c'est exactement là où je voulais en venir. La différence peut-être par rapport au cinéma, dans le spectacle vivant, en tout cas dans le secteur que je représente, c'est qu'on est souvent sur des dates isolées. Et on se retrouve dans la réalité qui est la réalité suivante. On a parfois recours à des artistes intermittents pour lesquels il y a une remontée d'informations ou un signalement. La structure nous appelle en nous disant qu'est-ce qu'on fait ? C'est extérieur au contrat de travail. Donc évidemment, on prône pour l'obligation de santé-sécurité et pour une mesure conservatoire, ce qui veut dire que la structure se retrouve à mettre en suspens quelqu'un avec qui elle avait signé un contrat de travail, donc à le rémunérer puisque c'est à titre conservatoire et ce n'est pas une sanction, et à recruter quelqu'un de supplémentaire. Donc ça paraît très anecdotique comme ça, mais vu le nombre de signalements de ce type, ça commence à devenir quelque chose qui pèse aussi sur l'économie des structures. J'insiste là-dessus parce que on a un fonds pour l'emploi dans le spectacle vivant, pour l'emploi pérenne dans le spectacle vivant, le fonds PEPS, qui aujourd'hui ne permet pas de recourir à une aide spécifique dans le cas où on fait bien son travail, c'est-à-dire on prend une mesure conservatoire. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais ça peut vite le devenir dans le contexte actuel, donc je tiens à l'indiquer. Et je voulais aussi appuyer sur ce que disait Jean-Yves Mirski au nom de tous en ouverture de cette audition, c'est-à-dire l'importance de justement pouvoir élargir cette cellule d'écoute. Je le redis, on est face à des structures très fragiles. C'est un problème qui est systémique. On doit agir à tous les endroits et apporter, y compris aux entreprises, tous les moyens d'agir correctement pour les victimes. Nous avons entendu et nous vous remercions chaleureusement pour la qualité de vos réponses. Il y a une dernière question, monsieur le rapporteur ? Non, c'est pas une question, on vous transmettra un questionnaire et si vous pouvez compléter sur certaines données, certains chiffres, si vous pouvez nous transmettre vos différentes chartes, vos différents... tout ça, on prend tout et ça nous sera bien utile. Merci. Eh bien, il me reste à vous remercier chaleureusement pour cette audition. Alors, les auditions vont se terminer à peu près fin février, a priori. Le rapport sera publié en avril. D'ici là, donc, vous pouvez, s'il y a des choses que nous ne nous serions pas dites et qui vous sembleraient importantes de porter à notre connaissance, vous pouvez nous écrire et nous le prendrons évidemment en compte. Nous, si nous avons des questions supplémentaires, nous nous réservons aussi la possibilité de vous réinterroger, soit par écrit, soit lors d'une nouvelle audition. Voilà, merci beaucoup pour ces 2 heures de réponse très complètes et nous vous disons à très bientôt pour l'avancée de nos travaux.